J'ai travaillé pendant 4 ans et demi sur cette enquête, donc j'ai suivi son évolution pas après pas. Mois après mois, j'ai vu l'enquête progresser, les complices se faire arrêter, les commanditaires être identifiés. Et donc j'avais envie de restituer l'histoire secrète du 13 novembre en racontant l'année qui a précédé les attentats de Paris. Je m'appelle Soren Silo, je suis journaliste au Monde et je suis auteur de la bande dessinée La Cellule, qui est une enquête sur les attentats du 13 novembre. Le 13 novembre 2015, je regardais le match France-Allemagne à la télé, quand j'ai entendu, comme beaucoup de Français dans le stade et devant leur télé, une première détonation que tout le monde a pris pour un pétard ou un feu d'artifice. Puis quelques minutes plus tard, une deuxième détonation, et là on a senti une inquiétude commencer à poindre. Et assez rapidement dans la soirée, on finit par être informé que des attentats multisites sont en cours dans Paris. Des fusillades ont eu lieu sur des terrasses de café dans les 11e et 10e arrondissements de Paris, de façon à peu près concomitante une troisième explosion devant le Stade de France, puis une prise d'otage dans la salle de spectacle du Bataclan, qui s'est terminée en massacre, puisqu'il y a eu 90 morts dans le Bataclan, une quarantaine de morts sur les terrasses de café, le Petit Cambodge, le Carillon, la Bonne Bière, et un mort devant le Stade de France. Et donc évidemment, en tant que journaliste, à l'époque je suivais les enquêtes de police et les affaires de terrorisme, évidemment je suis rapidement mobilisé pour enquêter sur ce qui est en train de se passer. Et là on apprend dans la soirée que le ministère de l'Intérieur a préparé une salle de crise pour recevoir les journalistes, pour les rassembler dans un même lieu et faciliter la circulation de l'information. Donc je prends mon scooter et je traverse Paris pour rejoindre cette salle de crise. Et là c'était une scène, une expérience assez surréaliste. C'était la nuit noire de novembre et Paris était complètement déserté de ses habitants. Il n'y avait strictement personne, pas un piéton, pas une voiture dans la rue. J'avais rarement vu ça. Donc le 13 novembre 2015, la France a découvert une menace qu'elle redoutait depuis des années, qui était des attaques multisites perpétrées par des commandos organisés, coordonnés, surarmés, armés de Kalachnikov et de ceintures explosives, ce qui rendait beaucoup plus compliqué l'intervention des forces de police. Les attentats du 13 novembre ont été perpétrés par ce qu'on appelle une cellule terroriste, c'est-à-dire c'est un groupe d'hommes qui participent à un projet terroriste. Il y a des cellules dormantes, c'est des cellules qui se constituent et qui attendent pendant des semaines, des mois, le moment idoine pour commettre une attaque. Et cette cellule-là était une cellule active, donc c'est une cellule qui regroupe plusieurs djihadistes et des sympathisants de l'État islamique qui, eux, restaient en Belgique et n'avaient pas combattu en Syrie. Une partie de cette cellule s'est infiltrée de Syrie en profitant de la crise migratoire et s'est retrouvée à Bruxelles où elle s'est organisée en s'appuyant sur des logisticiens belges qui, eux, étaient restés à Bruxelles, n'avaient pas combattu en Syrie et qui les aidaient à la fois à se procurer des appartements, des planques, des armes et à organiser le projet dans son ensemble. Le projet initial était encore plus vaste que ce qui s'est passé le 13 novembre et il projetait notamment de perpétrer un nouvel attentat pendant l'Euro de football qui était organisé en France en juin 2016. La veille du 13 novembre, 10 membres de cette cellule, les commandos du 13 novembre, sont partis en voiture vers la région parisienne où ils ont passé leur dernière nuit avant de perpétrer les attentats du 13 novembre. Pendant ce temps, les autres membres de la cellule sont restés à Bruxelles pour coordonner ces attaques en temps réel, par SMS, pour que ces attaques soient simultanées. Et sont aussi restés à Bruxelles pour préparer les prochains attentats, et notamment cette fameuse réplique qui était prévue pendant l'Euro de football en juin 2016 en France. Finalement, les progrès de l'enquête, les arrestations qui vont se multiplier, notamment celle de Salah Abdeslam, vont précipiter leur plan, et ces logisticiens du 13 novembre vont finalement se faire exploser le jour des attentats de Bruxelles qui ont fait 32 morts le 22 mars 2016. Abdelhamid Abaoud, c'est un djihadiste belge qui est considéré comme un des principaux coordinateurs des attentats du 13 novembre. En novembre, décembre 2014 et janvier 2015, les Belges ont repéré une cellule terroriste qui était en train de se constituer dans la ville de Verviers, qu'ils ont placée sur écoute. Et ils se sont rendus compte que cette cellule préparait des attentats imminents, soit en Belgique, soit en France. En analysant les écoutes téléphoniques, etc., ils se sont rendus compte que cette cellule était pilotée à distance, depuis la Turquie, puis depuis Athènes en Grèce, par un certain Omar,
qu'ils ont identifié en janvier 2015 comme étant Abdelhamid Abaoud, donc un djihadiste belge. Le 15 janvier 2015, il y a eu une opération antiterroriste assez spectaculaire en Belgique, à Verviers. Donc les forces d'intervention ont investi l'appartement dans lequel travaillait cette cellule, et il y a eu une fusillade assez impressionnante qui s'est soldée par 2 morts. 2 terroristes ont été tués. Et donc à partir de ce moment-là, les services de renseignement européens savent qu'Abdelhamid Abaoud est une menace très importante contre l'Europe et qu'il a déjà piloté un premier projet d'attentat qui a été déjoué de justesse. Donc à partir de juillet-août 2015, c'est-à-dire quelques mois avant les attentats du 13 novembre, les services de renseignement savent qu'Abaoud veut projeter des attentats de masse en Europe. Alors que tous les services de renseignement pensent qu'Abaoud est en Syrie et qu'en fait il pilote à distance des commandos qu'il envoie en Europe, mais tout le monde pense qu'il ne compte pas rentrer lui-même en Europe. En réalité, Abaoud, à ce moment-là, profite de la crise migratoire majeure qui est en train de traverser l'Europe à l'été 2015, donc des centaines de milliers de réfugiés qui fuient la guerre en Syrie, en Irak, entrent en Europe pour chercher l'asile. Et les terroristes ont identifié cette opportunité, qu'ils voient comme une faille de sécurité, et ont profité de cette crise migratoire pour s'infiltrer avec les migrants en utilisant des passeports contrefaits sur lesquels ils ont mis leurs photos, et se sont infiltrés à travers toute l'Europe en suivant la route des Balkans, donc en prenant des bateaux entre la Turquie et la Grèce, puis en remontant toute l'Europe centrale, en traversant la Hongrie, l'Allemagne, etc., pour finalement rejoindre Bruxelles. Et donc Abdelhamid Abaoud a fait ce parcours entre juillet et août, et il sera bientôt suivi par une dizaine de terroristes qui suivront la même route et qui le rejoindront à Bruxelles pour préparer les attentats du 13 novembre. Donc les attentats du 13 novembre ont été rendus possibles par plusieurs facteurs. Il y a d'abord la crise migratoire majeure qui s'est déroulée à l'été 2015 aux portes de l'Europe, mais il y a évidemment d'autres failles plus spécifiquement policières, et notamment en Belgique, puisque cette cellule est en grande partie composée de ressortissants belges, et elle s'est organisée à Bruxelles. Donc évidemment, les failles côté belge sont intéressantes, et on se rend compte qu'en fait les services de police belges avaient identifié Salah Abdeslam, donc qui est le seul survivant des commandos du 13 novembre, et qui sera jugé au procès du 13 novembre. Son frère Brahim Abdeslam, qui va se faire exploser à Paris, au comptoir Voltaire, et Abaoud, évidemment. Et donc, malgré le fait que ces terroristes aient été identifiés comme faisant potentiellement partie d'une cellule terroriste, très peu d'enquêtes ont été menées les concernant pour des raisons de manque de moyens, essentiellement. C'est-à-dire que les services antiterroristes belges ne sont pas dimensionnés pour faire face à une menace d'une telle ampleur. Le projet d'attentat du 13 novembre, c'est un projet d'attentat massif, extrêmement complexe. Il manquait d'effectifs et de moyens, sans doute, pour mener certaines enquêtes. Et donc, les 2 dossiers Abdeslam, donc Salah et son frère Brahim, vont être classés dans ce qu'on appelle les dossiers rouges, c'est-à-dire c'est des dossiers qui sont jugés importants par les services antiterroristes, mais que ces services n'ont pas les moyens d'enquêter, faute de moyens. L'accumulation de tous ces petits ratés va finalement permettre à cette cellule de s'organiser à Bruxelles et de mener à bien son projet terroriste. En tant que journaliste, quand on travaille sur un dossier d'instruction, et notamment sur ce dossier d'instruction, évidemment, à chaque fois qu'on met à jour le dossier d'instruction, on tombe sur des découvertes qu'ont fait les enquêteurs et des révélations. Ça peut être des interrogatoires de suspects qui d'un coup se mettent à table et racontent plein de choses sur la constitution de cette cellule terroriste. Ça peut être des écoutes téléphoniques, et ça peut aussi être des découvertes matérielles. Et en l'occurrence, je me souviens qu'une des grandes révélations de ce dossier d'instruction, ça a été la découverte au lendemain des attentats de Bruxelles d'un ordinateur qui avait été jeté dans une poubelle par 3 commandos des attentats de Bruxelles, et qui étaient eux-mêmes des logisticiens des attentats du 13 novembre, puisque tout ça c'était la même cellule. Et dans cet ordinateur, on a retrouvé un dossier intitulé 13 novembre, qui comptait toute l'arborescence du projet terroriste initial du 13 novembre, avec des sous-dossiers. C'est un sujet qui saisit immédiatement, à la fois émotionnellement, puisqu'on est impacté par les attentats au même titre que tout le monde, et en tant que journaliste, qui saisit aussi intellectuellement, parce qu'il y a quelque chose d'assez abyssal dans le fait de travailler sur le passage à l'acte, le fait de mettre à mort et de se tuer soi-même pour une cause. Donc c'est un sujet assez vertigineux, et plus on le travaille, plus on se rend compte qu'il n'a pas de réponse simple. Parce que dans les motivations qui peuvent expliquer une radicalisation ou un passage à l'acte terroriste,
terroriste, il y a énormément de facteurs très divers qui cohabitent tous ensemble en fait. Certaines personnes vous rapporter des réponses simples ou simplistes à ce phénomène en disant c'est uniquement l'échec social, ou c'est uniquement la religion, ou c'est uniquement la géopolitique. Mais en fait tout ça cohabite de façon différente selon les individus, mais tout ça compose une matière extrêmement complexe dont on ne vient véritablement jamais à bout et qui ne se résume pas à des explications simples.